J'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Isabelle Panet, qui fait partie des gens, comme je l'ai été en son temps, qui sont des ingénieurs plutôt, en l'occurrence du corps maintenant des ingénieurs des ponts et chaussées, mais qui a été le corps des géographes qui a existé à tout un certain nombre d'années, donc le corps sortant de l'école polytechnique. Et un de ceux, qui sont relativement peu nombreux, en tout cas de plus en plus maintenant, qui ont choisi en plus de faire une carrière de recherche scientifique. Et donc Isabelle est chercheure au laboratoire de recherche de géodésie, le LAREG, de l'IGN, et elle a choisi comme spécialité dans le domaine de la géophysique, de la géodésie, disons, dite physique, c'est-à-dire liée au champ de potentiel, qui était une discipline qui, disons, il y a un certain nombre d'années, en tout cas à mon époque, était, après Jean-Jacques Levallois, relativement délaissée, en tout cas parmi les gens de l'IGN. Depuis, l'IGN s'est réinvesti beaucoup, notamment aussi dans les mesures, mais et surtout dans la recherche et la maîtrise de ce sujet. Et donc, j'étais particulièrement satisfait de voir le choix qui, d'ailleurs, progressivement, maintenant fait des émules. Donc, il y a de nouveau, disons, une équipe, et ceci en forte coopération avec nos collègues géophysiciens, notamment de l'ENS et de l'IPG de Paris. Mais je ne vais pas aller prendre la parole plus longtemps et je vais la laisser à notre conférencière qui va donc nous parler d'une vision un peu synthétique de nos connaissances de la gravimétrie et du potentiel terrestre, et notamment à la lueur des missions spatiales récentes. Isabelle. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de la gravité de la Terre, en particulier vue par satellite, et de ce qu'elle peut nous révéler sur le globe. Donc, quand on dit gravité, on s'intéresse à la Terre via ses masses. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que la Terre est une planète qui évolue. Et cette évolution, elle se traduit par des circulations de matière qui s'expriment à travers les transferts de masse et se couplent à des transformations d'énergie par lesquelles tout le système évolue. Et donc, ces transferts de masse, ils vont se produire dans une vaste gamme d'échelles de temps et d'espace, depuis les profondeurs du noyau jusqu'à la surface, et ils vont induire des variations de gravité que l'on va mesurer, que l'on va cartographier, analyser et interpréter pour apprendre quelque chose, ou en tout cas essayer d'apprendre quelque chose sur les processus dynamiques qui gouvernent l'évolution du globe. Et donc on le voit bien, déjà si on compare l'image de la gravité de la Terre avec celle de la Lune, on voit tout de suite que ce n'est pas du tout la même histoire que ces images nous racontent sur ces deux corps, où on retrouve une structure à grande échelle du géoïde terrestre, qui est un indice des mouvements de convection dans les profondeurs du manteau. Donc, en revanche, il est plus difficile presque de déterminer de manière homogène la gravité terrestre par rapport à la gravité lunaire, parce qu'on a une atmosphère qui va induire un certain nombre de perturbations. Donc même si la Lune est beaucoup plus loin, sa gravité est cartographiée à une très haute résolution spatiale et uniforme sur tout le globe, alors que sur Terre, on va combiner des mesures assez hétérogènes dans leurs caractéristiques et arriver à reconstruire des images du champ les meilleures possibles, qui vont fortement bénéficier de l'apport des technologies satellitaires, avec les missions Grace et Gauss dont on va parler un petit peu plus longuement, pour leur partie à grande et moyenne échelle.
Et donc, quand on considère toutes ces évolutions au niveau des capteurs et des mesures qui sont faites, on voit que petit à petit, on avance dans la description du champ et qu'on passe progressivement d'une vision d'une quantité purement scalaire, d'un petit g qui a longtemps été analysé comme l'intensité de l'attraction gravitationnelle statique, vers une vision pleinement temporelle du champ, et puis maintenant vectorielle avec le satellite Gauss, et qu'à mesure que cette image de la gravité se développe, se complète, gagne en résolution spatiale quand on combine les données des satellites avec des mesures près de la surface, on va mettre en évidence des variations de plus en plus fines dans le champ qui vont nous renseigner sur un nombre de phénomènes croissants, non seulement près de la surface, mais aussi beaucoup plus en profondeur. Alors regardons la mission Grace, par exemple, pour commencer. Donc c'est une mission qui a été lancée en 2002 et qui est dédiée à la mesure des variations temporelles du champ de gravité avec une résolution spatiale d'environ 400 km, une couverture globale bien sûr, et une résolution temporelle à la base mensuelle, mais qui s'améliore vers du décadaire et même mieux à de plus grandes échelles d'espace. Donc quel est le principe ? On a deux satellites qui se suivent sur la même orbite et quand on a un excès de masse, le premier satellite sera plus fortement accéléré que le deuxième en direction de la masse qui attire. Donc la distance entre les satellites augmente alors que le deuxième satellite qui était plus loin de la source était moins affecté par la présence de cette source. Et ensuite, à mesure que la mission passe au-dessus de la source, c'est l'inverse qui va se produire. Le premier satellite s'éloigne, donc il sera moins attiré, alors que c'est le deuxième qui sera plus fortement accéléré, d'où une réduction de cette distance. Ce qui fait que si on étudie les variations dans l'espace de la distance entre les satellites, on va pouvoir revenir aux variations spatiales de l'attraction gravitationnelle terrestre ressentie par les satellites. Et si on réitère ces mesures au cours du temps, on va pouvoir construire des images globales des variations au cours du temps du champ de gravité terrestre. Comme celle-ci, par exemple, réalisée par les collègues du CNES à Toulouse, où on observe la Terre, là, beaucoup à l'échelle du climat. Et ce qu'on va voir beaucoup, de manière prédominante, c'est la contribution climatique dans l'évolution actuelle, où on retrouve la fonte des glaces au niveau du Groenland, les signaux hydrologiques au niveau des bassins principaux, et des échelles temporelles de variation qui vont aller de quelques mois à quelques années. Alors ça va nous renseigner sur le côté bleu de la planète Terre, où on peut suivre les circulations de masse en temps et en espace, donc qui vont se produire en lien avec le cycle de l'eau, et suivre les déplétions des grands aquifères, par exemple, et la manière dont, donc là c'est des travaux récents de Frey et al. En 2016, qui montrent les déficits des réserves d'eau profondes et qui étudient à quel instant ces déficits se produisent, ce qui permet de relier des zones apparemment éloignées. Mais maintenant, si on regarde un petit peu sous la couche fluide, on va s'intéresser aussi aux échelles géodynamiques. Alors, c'est pas le signal le plus facile à aborder parce qu'en termes d'amplitude, les amplitudes de variation du champ liées à la dynamique de l'intérieur du globe, elles peuvent être et elles sont souvent plus faibles que celles qui provenaient des mouvements d'eau à la surface. Mais précisément parce qu'on a une couverture qui est extrêmement régulière spatialement et puis temporellement,
on peut analyser l'image des variations du champ dans l'espace et dans le temps, chercher à identifier des formes de variation, gérer des changements d'échelle entre des variations du champ à grande échelle et d'autres à petite échelle, et faire ressortir des composantes plus fines qui vont nous renseigner sur la dynamique intérieure du globe. Et ça, c'est un apport très spécifique des satellites, c'est cette possibilité d'avoir une analyse temps-espace pleinement développée à travers la régularité de la couverture spatiale et de la couverture temporelle, si on a des séries qui sont longues, qu'on ne trouve pas toujours facilement parmi les jeux de données géophysiques et géodésiques qui peuvent exister. Alors, regardons à petite échelle de temps. À petite échelle de temps, on sera sensible au transport de masse associé à un grand séisme. Bon, étant donné que RACE a une résolution spatiale qui reste limitée, on ne pourra considérer que des événements gigantesques de magnitude supérieure à 8,5 pour la mission RACE, mais qui pourraient dans l'avenir on pourrait gagner en résolution et aller vers un suivi des séismes jusqu'à des magnitudes de l'ordre de 7. Donc là, c'est de regarder l'événement à travers la variation de masse qui l'accompagne. Si on regarde par exemple ici le cas d'une zone de subduction qui constitue une frontière entre une plaque océanique et une plaque typiquement continentale, lorsque la plaque océanique glisse sous la plaque continentale, on a des mouvements verticaux de la croûte, donc ceux-là peuvent être mesurés, suivis par GNSS, principalement à terre d'ailleurs, et on a de plus des effets de variation de densité dans le volume qui ne sont pas négligeables et auxquels on sera également sensible par une mesure de type satellite gravimétrique. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez unique et qui ne peut pas être aussi facilement contraint par ailleurs. Et donc, on va suivre l'événement à travers la manière dont il se déploie. Donc avec des zones de dilatation, d'autres de compression, qui mènent à des augmentations et des diminutions de gravité. Donc c'est une vision très originale du mouvement des plaques par rapport aux observations qui existent par ailleurs. D'une part parce qu'elle est sensible, comme on l'a dit, à tout ce qui se passe dans le volume, donc pas seulement proche surface, mais vraiment tout au long de l'interface et à des profondeurs plus importantes, parce que c'est une donnée qui va couvrir l'intégralité de la zone, là où les mesures de surface vont être beaucoup plus souvent localisées sur les parties émergées. Et donc on va pouvoir couvrir les zones épicentrales qui sont souvent en mer quand on considère des mouvements en zone de subduction et qui sont du coup mal imagés par ailleurs. Et aussi parce qu'on est sensible aux mouvements dans toute une gamme de fréquences. Donc bien au-delà de la composante purement sismique, on va ressentir le mouvement des plaques à des échelles de temps plus lentes. Donc pour l'instant, on est limité en termes de résolution temporelle, puisque avec la mission GRACE, on ne peut pas faire mieux que la dizaine de jours, mais c'est des choses qui peuvent être amenées à évoluer dans l'avenir petit à petit. Et nous permettre de distinguer des composantes extrêmement rapides avec d'autres à des vitesses de variation intermédiaires et de cartographier ces vitesses de variation en fonction de la zone. Donc un exemple, si on considère le séisme qui s'est produit fin décembre 2004 au large de Sumatra,
où on a eu subduction de la plaque indo-australienne le long de cette frontière indiquée en orange. Le signal, la vision gravimétrique du séisme, elle aura cette forme-là, où on observe très clairement une variation de gravité qui correspond à plusieurs millimètres d'amplitude sur le géoïde, consécutif au séisme, et qui n'est pas, ce type de variation n'est pas observé usuellement. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement anormal. Donc pour la sortir, ce signal, si on part du champ, on a toute une somme de contributions qui sont présentes dans le champ. Et si on compare cette carte-ci à cette carte-là, on voit bien que celle-ci est beaucoup plus claire que celle-là. Et c'est-à-dire qu'on traite le champ un peu comme une image qui va contenir une somme de composantes superposées que l'on peut reconnaître en fonction des échelles spatiales ou temporelles auxquelles elles se produisent, en fonction maintenant beaucoup de leur orientation, de leurs caractéristiques géométriques. Et donc là, on a mis en œuvre des méthodes d'extraction de signal pour sortir des composantes localisées à des échelles spatiales intermédiaires, se produisant à l'instant, autour de l'instant où la rupture a eu lieu. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin en fait que l'image intégrée dont on part, ou si on reste sur cette image, on pourrait se dire, bah oui, d'accord, on voit bien le signal dans le bassin hydrologique de l'Amazone, par exemple, mais on n'ira pas plus loin. En réalité, si. En réalité, cette image est beaucoup plus riche qu'elle n'en a l'air, et on peut vraiment isoler des briques élémentaires et aller voir sous l'eau, en quelque sorte. Donc, le revoilà, où on a observé une diminution de gravité donc en mer d'Andaman, au large de Sumatra, et une augmentation de gravité dans le côté océanique. Bon, là, on inclut le mouvement du séisme et ce qui s'est passé pendant les 3 premiers mois qui ont suivi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre aussi la façon dont cette anomalie évolue et regarder précisément comment est-ce qu'elle évolue. Là, on a suivi, donc là c'était l'œcosismique et les 3 premiers mois d'évolution après le séisme. Maintenant, si on regarde en septembre 2005, on soustrait ce signal de départ et on regarde l'incrément, de combien le champ a varié entre avril 2005 et septembre 2005. De combien le champ a varié entre avril 2005 et septembre 2005 à différentes échelles spatiales qui sont indiquées 600, 1000, 1400, qui correspondent en gros à la longueur de la zone qui a rompu. On voit une augmentation qui se met en place, une augmentation de gravité qui se met en place, ici qui est exprimée en termes de hauteur de géoïde en millimètres, et on peut la suivre. Regardons maintenant en mars 2006, on voit qu'on a beaucoup évolué, c'est toujours la même échelle de couleur. En mars 2006, l'anomalie a diffusé et petit à petit on la voit diffuser. Septembre 2006, elle s'étend. Mars 2007, ça continue. Et donc non seulement on va regarder l'amplitude, et travailler sur l'amplitude du signal, comment elle évolue au cours du temps, mais aussi on peut regarder la forme de la variation. Et ici, on note une variation qui s'étend spatialement, petit à petit. Qui s'étend encore si on poursuit, et qui ne peut pas s'expliquer par des glissements le long de l'interface entre les 2 plaques qui ont rompu. On n'arriverait pas à générer autant de variations de gravité si on considère un glissement le long de l'interface des plaques
dans les mois ou les années qui suivent le séisme, parce que ça nous donne c'est un phénomène à plus petite échelle spatiale. Même si on augmente l'amplitude du glissement, on va obtenir des variations plus petites spatialement. Alors que là, quand on regarde les variations du champ à grande échelle, on a quelque chose de vraiment important. Donc ça, on ne pourra pas l'expliquer en disant le séisme a été suivi de glissement le long de l'interface des plaques dans les mois et années qui ont suivi. Il va falloir absolument mettre en avant un autre mécanisme de déformation. Et ça, c'est une information qu'on a précisément quand on regarde comment le champ varie vraiment dans ses composantes aux différentes échelles spatiales. Que, encore une fois, on ne reste pas sur l'image, la résultante globale, mais on regarde comment cette énergie se répartit en fonction des échelles, ce qui impose une contrainte après assez forte sur plus forte en tout cas, sur le mécanisme qui va jouer. Et donc là, pour générer quelque chose d'aussi grand en termes d'échelle spatiale et également en termes d'amplitude, on illustre, nous pensons en tout cas, qu'on a illustré un phénomène de relaxation, le comportement fluide du manteau, donc en réponse à la variation de stress pendant le séisme, et qu'on a imagé une relaxation viscoélastique. Donc, ce qui permet du coup d'apporter des contraintes sur le comportement de fluide visqueux du manteau à des échelles de temps qui vont aller donc de quelques mois à quelques années. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'étudier la distribution du stress le long de l'interface des plaques. Et alors, là, c'est un cas, en quelque sorte, on ne va pas dire un cas classique parce qu'il n'y en a pas, mais c'est un cas où on a observé quelque chose, une variation de gravité extrêmement forte au moment du séisme et qui a été suivie d'une évolution lente dans les années qui ont suivi, avec une amplitude plus faible pendant les années qui ont suivi. La variation de gravité est plus faible que celle qui a été enregistrée au moment du séisme. D'une certaine manière, c'était ce qu'on aurait pensé normal, mais en fait, les données contiennent beaucoup plus, et plus récemment, on a trouvé des variations beaucoup plus étonnantes, comme par exemple fin 2006, début 2007, un peu au nord du Japon, où là, si vous reconnaissez, on a l'archipel japonais qui est là. On a eu 2 séismes qui se sont produits avec un espacement en temps assez court entre les deux, une magnitude de l'ordre de 8 et quelques. C'est gigantesque, mais c'est trop petit, entre guillemets, pour être analysable par le satellite GRACE, qui qui ne détecte les mouvements de masse associés au séisme que pour des magnitudes vraiment gigantesques, au-delà de 8,5. Donc, 2 séismes de magnitude en dessous de 8,5, on ne s'attendrait pas particulièrement à avoir un signal de gravité. Et de fait, en co-sismique, au moment de ces événements, on ne voit rien dans les séries temporelles. En revanche, ce qui a été beaucoup plus surprenant, c'est que c'est mis en place exactement à partir du moment où les ruptures ont eu lieu, une tendance, une augmentation progressive de gravité. Comme on avait vu précédemment, pour le cas du séisme de Sumatra, on avait reconnu donc, un signal co-sismique avec des effets de dilatation de la croûte au niveau de la plaque au-dessus et de compression au niveau de la plaque qui plonge, donc ce type de signal qui était suivi par une augmentation progressive de gravité. Donc là, on retrouve cette augmentation
de gravité, alors qu'on n'avait pas le cosismique. C'est-à-dire qu'on voit un signal gravimétrique post-sismique, alors qu'on n'a pas vu de signal cosismique, et qu'on ne se serait absolument pas attendu à ce qu'on ait un post-sismique plus grand que le cosismique. Ça, pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, qui ici est analysé par un collègue américain, Shin-Chan Han et co-auteur, avec une publication très récente, mais que l'on voit très bien aussi si on regarde les champs des collègues toulousains ou GRGS, qui montrent exactement le même type d'évolution, où sur la zone, pendant les années qui précèdent les ruptures, il n'y a pas vraiment de variation de gravité, et puis se met en place, à partir de début 2007, une tendance qui est, donc ici, sur cette illustration qui est tirée de l'article de Shin-Chan Han, qui va être de l'ordre de quelques dixièmes de microgales par an. Donc en quelques années, on a quelques microgales. Donc ça, c'est l'observé. Si on compare à des modélisations, alors là, comme on est à la résolution de Grace, les anomalies sont assez déformées puisqu'on est à basse résolution, on n'a pas une description géométrique très précise, mais si on calcule un signal gravimétrique attendu, en considérant des modèles de rupture pour ces deux événements, on obtient quelque chose comme ça. Et on retrouve au final une amplitude observée en post-sismique qui est supérieure à celle qui était modélisée en cosismique. On n'a pas vu le cosismique. Donc ça soulève énormément de questions en fait. Et comme ce type d'observation est réalisé dans différents modèles de champ, parce qu'il faut savoir qu'on ne travaille pas, enfin, ces analyses ne sont pas menées sur des données brutes. Les données brutes, il y a une phase d'analyse extrêmement importante qui représente beaucoup de travail pour construire un modèle du champ. Et différentes équipes dans le monde travaillent pour construire ces modèles avec des méthodes qui peuvent être un petit peu différentes. Et cette anomalie-là a été observée dans différents modèles. Ce qui montre bien que, a priori, ce n'est pas lié à la méthode de traitement. Donc là, les auteurs de cette étude ont proposé une interprétation en termes à nouveau de relaxation viscoélastique du manteau consécutivement au glissement du séisme, nécessitant des viscosités vraiment basses. Bon, après, c'est des choses qui peuvent nécessiter et faire l'objet d'analyses plus longues. Mais ce que ça nous montre, c'est que on a une source d'information qui peut aller au-delà de ce à quoi on s'attend, qui nous met en évidence pour le coup des choses très inattendues, avec un potentiel vraiment intéressant. Et alors pour aller plus loin, comme là on a des formes d'anomalies gravimétriques qui sont extrêmement simples, hein. C'est assez circulaire parce que aussi on est très près des limites de résolution et des limites de capacité du système. Comment faire pour aller plus loin? On va essayer de décrire non seulement la variation au cours du temps, son échelle, l'échelle à laquelle elle se produit, l'échelle spatiale, l'échelle temporelle, mais aussi d'essayer de décrire un petit peu mieux la forme de cette anomalie-là. Ce qu'on commençait déjà un petit peu à faire, de manière très simple, mais un petit peu, quand on regardait comment celle-ci allait grandir et s'étendre au cours du temps. On va s'intéresser à la forme de l'anomalie, parce que là on a vraiment un potentiel d'aller encore plus loin, étant donné que les variations de masse
elles se déploient, elles ont des orientations préférentielles, elles ont des formes caractéristiques qui vont refléter celles des objets géologiques. Et donc on va pouvoir aussi aller plus loin dans la discrimination entre un signal d'origine fluide et un signal lié à la dynamique interne, si on travaille sur cette information-là. Et c'est là qu'arrive le satellite Gauss, ce qu'il a apporté et qui nous fait aussi reconsidérer l'analyse des données Grace, du satellite Grace de manière un petit peu différente. C'est de dire, bon ben d'accord, on a eu petit g au cours du temps, ben maintenant on va essayer de décrire le vecteur gravité, parce que c'est cette quantité-là qui est porteuse de l'information de forme. Regardons dans le cas de l'exemple d'une source étendue. C'est un exemple en géophysique d'exploration. On considère une anomalie de masse, ici, qui est indiquée par ce volume. Et puis on a tracé, enfin les auteurs de la figure, ont tracé en profil la variation de gravité causée par cette source. J'ai rajouté schématiquement la variation de potentiel ou de géoïde, et ils ont calculé également la dérivée directionnelle de l'anomalie de gravité en considérant une direction, celle-ci, le long de... Et donc ce qu'on voit, c'est que autant si on travaille sur le géoïde et sur la gravité, on va bien localiser le centre de la source, on a une information d'amplitude qui va être porteuse de la donnée sur la masse totale de la source. Autant si on dérive une fois en plus, on va mettre en évidence les bords de la source. Et c'est des informations qui sont très complémentaires parce qu'en fin de compte, une source, elle a un centre, elle a une masse totale et puis elle a une forme. Et quand on considère le géoïde, la gravité et les dérivées secondes du géoïde, on apporte ces différents types d'informations qui sont tous nécessaires pour décrire la source. Si je travaille uniquement sur la masse totale et le centre, ça va tant que j'ai pas trop de sources les unes par-dessus les autres, ce qui n'est pas le cas en réalité. Si je travaille uniquement sur la forme de la source, ce qu'on fait en analysant les gradients de gravité, en revanche, je perds l'information sur sa masse. Mais je récupère à la place une information sur sa forme qui va m'aider à la différencier du signal d'une autre source. Donc j'ai vraiment besoin de l'ensemble pour aller extraire le signal et décrire cette source, parce que maintenant on a un premier exemple où donc elle a une forme un peu comme un trapèze, enfin même exactement comme un trapèze. En dessous, on renverse le trapèze. En haut, elle était plus large dans sa partie profonde et moins large dans sa partie superficielle. En bas, elle est moins large dans la partie profonde et plus large dans la partie superficielle. On a des variations de gravité et de géoïde qui, bien sûr, seront un petit peu différentes. Mais au niveau de la localisation des anomalies de gradient, on voit que la différence entre ces deux profils, celui-ci et celui-là, sera beaucoup plus marquée. Et donc, c'est là qu'on peut distinguer plus avant si on a affaire à cette géométrie-ci ou cette géométrie-là. Au final, quand on travaille sur ces dérivées secondes, on ne fait rien d'autre que regarder encore et toujours le géoïde, mais on le fait plus précisément. On réduit la barre d'erreur, c'est-à-dire que cette courbe-ci, on veut l'expliquer pas au premier ordre, mais au deuxième ordre. Et du coup, on contraint beaucoup plus fort, et ça, c'est possible uniquement parce qu'on dispose d'observations qui sont extrêmement précises. On peut très bien reconstruire cette dérivée seconde en dérivant l'information sur l'intensité de la gravité. Ça fait partie des techniques d'analyse classiques du champ, mais on n'aura pas nécessairement la même précision que si on l'observe directement
ce qui va vraiment, pour le coup, augmenter la contrainte sur les sources admissibles. Et donc quand on fait ça, en fait, on s'intéresse à la gravité en tant que grandeur vectorielle, simplement. Alors autant en géomagnétisme, forcément le champ est considéré comme, tout de suite comme un vecteur parce que sa direction varie énormément spatialement, autant c'est vrai que quand on regarde le champ de gravité, il est normal à l'ellipsoïde au premier ordre. Alors il y a des déviations de la verticale, mais qui sont beaucoup plus restreintes par rapport à une variation de direction comme celle du champ magnétique. Ce qui peut peut-être expliquer qu'on revienne en fin de compte relativement tardivement sur l'analyse de ce vecteur petit g. Et c'est bien ce qu'on fait quand on calcule les dérivées secondes du potentiel de gravité, où on va regarder au final les variations de direction du vecteur petit g quand on a une source d'attraction. Si je prends ici un excès de masse qui est placé en ce point-là, avec un excès de masse petit m, j'ai mon vecteur gravité dont l'intensité va augmenter localement en raison de l'excès d'attraction, mais en plus sa direction va légèrement dévier vers la masse. Et bien c'est ça qu'on regarde. C'est de combien est-ce qu'elle va dévier. Et en fait, on s'y intéresse à nouveau beaucoup, mais c'est intéressant de se rappeler que ça fait partie des mesures les plus anciennes, bon pas les plus anciennes, mais qui ont plusieurs siècles d'histoire sur les mesures de petit g, puisque les premiers instruments qui ont permis de mesurer ces dérivées directionnelles des composantes du vecteur de gravité trouvent leur source dans la balance de torsion, qui était utilisée par Cavendish pour en fait déterminer la densité moyenne de la Terre à l'origine, même si ça, évidemment, ça a permis de déterminer la constante grand G, mais qui avait permis à Cavendish de trouver une valeur pour la densité terrestre moyenne, qui était déjà très bonne pour l'époque. Des instruments qui ont été utilisés au début du XXe siècle, hein, où là, le principe, c'est qu'on a une barre. Au bout de la barre, on a des petites masses. Et considérons le cas où le géoïde aurait la forme d'un cylindre. Donc, on aurait une équipotentielle qui serait cylindrique. Alors, le vecteur de gravité, il est orthogonal à cette surface équipotentielle. Hein. Donc, je l'ai indiqué par les flèches en vert. Donc maintenant, ce vecteur gravité agit sur les masses qui sont aux extrémités de la barre. Maintenant, si on se met à la place de l'observateur qui est là, et qu'on regarde notre barre dans un plan horizontal, hein, là on a projeté le système dans un plan tangent au cylindre horizontal, vous reconnaissez la barre qui est là, le vecteur gravité normal à l'équipotentiel, donc qui va pointer vers l'axe du cylindre, ça crée un couple. Ça crée un couple qui va faire tourner la barre. Et à mesure que la barre tourne et que les masses se rapprochent de l'axe du cylindre, la projection du vecteur petit g dans ce plan horizontal, elle devient de plus en plus petite. Et c'est-à-dire que là, on a une des composantes du vecteur petit g dont l'amplitude va se réduire et la barre va se stabiliser du coup quand elle est dans l'axe du cylindre. C'est comme ça qu'une balance de torsion va indiquer les directions de courbure du géoïde. Puisque là, sur cet exemple d'équipotentiel cylindrique, l'axe du cylindre, c'est une des directions de courbure qui sont reliées au gradient ou dérivée seconde du potentiel. Donc c'est comme ça que ces instruments vont être liés à la détermination de gradient de gravité.
et que ce type de mesure est donc extrêmement précis, mais n'a pas été suivi, on va dire, pendant une grande partie du XXe siècle, parce que c'était des mesures, les balances de torsion et puis d'autres différentes de celles-ci, donnaient lieu à des mesures difficiles à mettre en œuvre sur le terrain, en conditions de mesure sur le terrain. Donc les gravimètres donnant une information sur l'intensité de la gravité ont été préférés parce qu'ils étaient plus simples à mettre en œuvre. Mais donc on revient beaucoup là-dessus avec le satellite GOES et avec tout ce qu'il apporte en termes de comment on reconsidère les variations et l'analyse des variations du champ de gravité. Le satellite, donc tout à l'heure on a parlé de GRACE, là le satellite GOES, donc c'était une mission de l'ESA qui a volé de 2009 à 2013 et qui comportait en son cœur un instrument spécifiquement dédié à la mesure des gradients gravitationnels, donc dérivées secondes du potentiel de gravité, avec pour objectif de donner une cartographie extrêmement précise du géoïde, puisque on l'a vu, ces gradients sont une manière plus précise en quelque sorte de regarder le géoïde. Donc on peut reconstruire des variations spatiales du géoïde de grande qualité à partir de ce type de mesure. Par rapport à GRACE, dont on a parlé un tout petit peu, GRACE, on avait deux satellites qui se suivaient et on mesurait une variation de distance donc le long d'une seule direction, avec une distance entre les deux satellites de l'ordre de 220 km. Là, on mesure des variations, donc on mesurait des variations d'attraction gravitationnelle entre deux points distants de 200 km et quelques. Là, on va mesurer des variations d'attraction gravitationnelle entre deux points distants de 50 cm. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la marée exercée par la Terre sur le satellite. Et qu'on arrive à détecter le fait qu'à l'intérieur même du corps du satellite, l'attraction gravitationnelle terrestre n'est pas uniforme. Ce qui nécessite une précision de mesure absolument considérable. Donc pour vous présenter brièvement le principe de Gauss, donc on avait ce gradiomètre qui était formé de trois couples d'accéléromètres montés selon trois bras orthogonaux de manière à former un trièdre. En orbite extrêmement basse, puisque l'orbite autant GRACE était vers, maintenant GRACE est à 360 km mais était à 480, GOES a évolué entre 230 et 250 km d'altitude typiquement. L'orbite était suivie par GPS et tir laser de manière à donner une information sur le champ de gravité précise à grande longueur d'onde, là où le gradiomètre, lui, donnait une mesure plus précise dans des plages de longueur d'onde intermédiaires, avec une compensation de traînée, étant donné l'altitude extrêmement basse du satellite, et puis aussi la nécessité de déterminer les directions de dérivation avec une grande précision, parce que si on a une dérivée extrêmement précise mais qu'on ne sait pas dans quelle direction, eh ben, on ne peut pas exploiter la mesure. Donc, juste pour présenter le principe, les accéléromètres sont disposés selon les trois bras de ce trièdre. Chacun mesure une accélération qui contient une composante gravitationnelle, et puis comme on est dans un repère qui est le repère du satellite, qui est donc un repère en rotation autour de la Terre, on a des forces d'inertie. Donc on peut construire le tenseur gradient d'accélération en faisant une approximation avec une série de Taylor à l'ordre 1 et en considérant des différences d'accélération selon différentes directions ramenées aux distances qu'il faut corriger de la composante inertielle. Donc ça fait partie du très gros travail qui est effectué par les équipes qui analysent les données brutes de la mission pour construire des données de gradient qui sont ensuite ramenées dans le repère terrestre
parce que les mesures sont acquises donc dans un repère qui change à chaque instant. Et que comme on n'a pas les 6 gradients à la même précision, mais que 2 des composantes du tenseur gradient sont mesurées moins précisément, ça induit des propagations d'erreurs importantes dès qu'on veut se ramener dans un repère géographique attaché à la Terre. Donc c'est un travail important qui est fait pour fournir des cartes de gradients gravitationnels dans le repère terrestre. Et alors celles-ci donc vont nous donner une vision des sources qui est, on va dire, plus complète que l'analyse des variations du géoïde. En même temps, comme je disais, on continue simplement à regarder, le géoïde, hein, c'est toujours la même quantité, mais on le fait plus précisément. Alors il faut qu'on s'habitue, parce que du coup la vision de la source n'est pas la même que usuellement. Usuellement, on a un maximum d'anomalies ou un minimum d'anomalies à l'aplomb de la source quand on travaille sur le géoïde ou l'intensité de la gravité. C'était ce qu'on voyait tout à l'heure, ça nous donnait le centre et la masse. Et là maintenant, quand on considère le tenseur gradient, donc dérivées secondes du potentiel qui sont les dérivées premières du vecteur, ici on se place dans un repère sphérique géocentrique. On aura des anomalies qui oscillent au bord. Alors selon la coïncidence ou pas entre la direction de dérivation et la direction d'un bord de la source, on oscillera sur certains bords. On met en évidence les variations dans la direction perpendiculaire à la direction de dérivation. C'est un principe de filtrage directionnel qui est très simple en fait, simplement que là il est mesuré au lieu d'être calculé. C'est là qu'on pourra déterminer la géométrie de la source avec un compromis entre sa largeur et sa profondeur. C'est-à-dire que là ici on la résout bien. Mais maintenant, si notre source elle est plus profondément placée à l'intérieur du globe, petit à petit, on va perdre la résolution. Et donc, on a une plage de sources qu'on peut considérer, où, selon le rapport entre leur dimension horizontale et la dimension radiale, depuis laquelle on les voit, la profondeur radiale, on pourra ou pas résoudre les géométries. Donc c'est-à-dire qu'on apporte de l'information, mais pas sur n'importe quel type de source. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire tourner le tenseur, si on veut aller plus loin. Donc là, on était dans un repère sphérique géocentrique classique, hein, avec des axes orientés en chaque point selon la direction radiale, selon la direction nord-sud et selon la direction est-ouest, qui vont naturellement mettre en évidence des structures orientées nord-sud ou est-ouest. Mais on peut s'intéresser à d'autres directions, en particulier si on veut corréler avec des directions géologiquement significatives. Et donc là, il va être intéressant de faire tourner le tenseur, ce qui n'est possible qu'à condition qu'on ait déterminé toutes ces composantes horizontales ici à la même précision. Alors là, vous avez un exemple, c'est pour différents types de composantes. J'ai une anomalie de masse qui est allongée, qui ne bouge pas, c'est toujours la même. Elle est placée selon au centre de l'anomalie en quelque sorte. Et je représente ici la composante Rθ du tenseur gradient pour différents angles de rotation du repère. Et ce qu'on observe, c'est que à mesure que l'on fait tourner le repère, on va avoir des gradients qui prennent des valeurs maximales ou minimales ou nulles, selon qu'on regarde dans une direction qui est celle de la source ou qui est perpendiculaire à la source. Et alors, comme là, la directionnalité de la source est extrêmement marquée, la directionnalité de l'anomalie ne change jamais. Donc, elle nous informe vraiment directement sur l'orientation de la structure de masse, mais on va pouvoir mettre en lumière
des variations de gravité associées à un nombre d'objets croissant. Et puis on peut le faire aussi sur des variations temporelles et revenir à nos séismes, mais cette fois-ci en regardant les variations temporelles du tenseur gradient de gravité causé par un glissement le long d'un plan de rupture. Où là on a un plan, j'ai mis un plan de faille, alors c'est pas réaliste, hein, c'est juste pour comprendre la forme des anomalies, avec un glissement en chevauchement de la plaque océanique et de la plaque continentale. On a l'anomalie du géoïde avec un minimum côté continental, un maximum côté océanique, et on retrouve des anomalies de gradient qu'on peut analyser de la même direction. Et ce faisant, on va aller plus loin dans la description de la variation de gravité associée au séisme. Et à nouveau, on est porteur d'informations. Donc là, je vais simplement montrer des résultats publiés par des collègues où on s'en tient aux directions de dérivation nord-sud, est-ouest. On a un signal gradiométrique associé au séisme qui est beaucoup plus compliqué que le signal de géoïde qu'on regardait tout à l'heure. Ça commence à être assez abstrait en fait comme carte et pas facile à lire, mais c'est néanmoins là-dedans qu'on peut travailler et qu'il faut travailler pour décrire de manière plus précise la géométrie du mouvement de masse. Ici, par exemple, les auteurs, Dai et al., en 2014, ont du coup conclu à une localisation du glissement cosismique associé au séisme de Tohoku de mars 2011, un tout petit peu plus en profondeur que ce qui a été mis en évidence par d'autres types d'observations. Ces variations temporelles de gradients de gravité associés au grand séisme ont pu être détectées dans les données Gauss, qui n'étaient absolument pas prévues pour ça. Gauss était fait vraiment pour renseigner sur le géoïde long terme, le géoïde statique, et néanmoins, Fuchs et al. En 2013 ont mis en évidence une variation au cours du temps. Donc là, c'est le gradient nord-sud. Du gradient nord-sud, entre eux, ils ont dû faire des moyennes sur des intervalles assez longs avant-après le séisme, mais ils ont fait ressortir une variation gradiométrique qui va être assez cohérente avec celle qui a été reconstruite ici. Et donc, ça ouvre vraiment la voie à une étape ultérieure par rapport à ce qui a été fait pour caractériser le déplacement de masse associé à ces phénomènes et espérer localiser plus précisément le glissement latéralement le long de l'interface, parce que on n'a quand même pas beaucoup de données en fond de mer en général, donc les modèles vont être beaucoup contraints par des données de surface qui sont un petit peu éloignées. Quand on a des géométries un peu compliquées, surtout quand on est près d'un point triple, ça peut être intéressant de vraiment couvrir la zone. Et ça, c'est des choses à poursuivre. Et puis, pour finir, je vais me dépêcher, on va changer d'échelle de temps pour montrer un exemple où là, on étudie l'évolution du globe, mais à des échelles géologiques. Donc on revient vraiment sur la composante qui est dite statique, entre guillemets, où on va rechercher des signatures en gradient de gravité qui soient un petit peu plus fines localement que les variations de géoïde qu'on avait l'habitude de voir, que l'on pourrait associer aux cartes d'anomalies de vitesse sismique qui usuellement nous renseignent sur la structure de l'intérieur du globe pour relier ces variations de vitesse à des variations de masse et du coup à une dynamique,
une anomalie rapide ou lente n'étant pas toujours et dans tous les cas immédiatement interprétable en termes de structure dense ou légère. Et là, regardons-les à plus grande échelle spatiale, ces gradients de gravité, donc gradients statiques, qui sont représentés ici. Donc ça, ce sont ceux qui ont été reconstruits à partir des données de la mission Gauss, où on a les gradients XX, donc dérivée seconde dans la direction nord-sud du potentiel de gravité, YY dans la direction est-ouest, et puis ZZ dans la direction radiale, qui à nouveau font ressortir les structures dans la direction perpendiculaire à la direction de dérivation. Et on voit ressortir d'une manière où on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi clair, parce que la mission n'était pas faite pour ça. Et donc, du coup, on ne cherchait pas ce type de variation, mais on fait ressortir une structure à grande échelle orientée qui est extrêmement forte, avec des anomalies négatives ici tout le long de la chaîne, donc de l'ancienne limite de plaque. Enfin, c'était une ancienne limite d'océan. Voilà. Et des anomalies nord-sud qui traversent donc des continents entiers et qui également, étant donné qu'elles traversent des limites océan-continent, on aura envie de proposer des sources profondes indépendantes de la structure superficielle. Et de fait, si on les corrèle avec un modèle de masse, de distribution de masse du manteau, et au signal en gradient gravitationnel prédit par un tel modèle de distribution de masse, on retrouve ce type de structure dans le modèle qui correspond à des anciennes subductions autour de l'océan Pacifique qui sont restées stables pendant des périodes extrêmement longues, ce qui a donné lieu à une structuration directionnelle des masses du manteau extrêmement marquée. Et du coup, cette structure de premier ordre de masse du manteau que l'on voit maintenant d'une manière un petit peu différente quand on la regarde en gradient par rapport à la façon dont on a pu la voir précédemment quand on l'a regardée en géoïde. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on a une information qui est plus complète sur la source possible. Étant donné que si on prend là des éléments de parallélépipède pour représenter une plaque, un élément de plaque à différentes profondeurs à l'intérieur du globe, qu'on fait varier la profondeur et qu'on calcule le signal en gradient à l'altitude de Gauss, on va voir, à mesure que l'on remonte vers la surface, une délimitation des bords de la source de plus en plus marquée, de plus en plus fine, à laquelle se combine un effet des déplacements d'interface en densité, donc principalement la surface topographique et la frontière noyau-manteau, parce qu'une anomalie de masse placée en profondeur à l'intérieur du manteau va induire des flux, des courants mantéliques par viscosité qui vont déformer les interfaces à la surface et en profondeur et amener à des changements de signes en fonction de la profondeur de la source, à des changements de signe de l'anomalie de gradient à la surface. Et là, on combine à la fois l'effet de ces signes d'anomalie qui vont varier selon la profondeur de la source avec les effets d'oscillation au bord. Donc ça contraint quand même beaucoup plus fortement. Et c'est là qu'on peut espérer apporter de l'information sur la trajectoire des plaques subduites à l'intérieur du manteau depuis, ici les frontières sont indiquées depuis 200 millions d'années, en comparant ces observations avec des prédictions pour différents types de trajectoires. Que de la même manière, on peut espérer affiner peut-être la géométrie des anomalies de vitesse sismique dans les modèles tomographiques en confrontant le signal en gradient, donc le signal en gradient, à des
associé à un modèle de masse prédit par un modèle tomographique avec le signal observé. C'est ce qui a été fait, par exemple, par Marianne Greff et co-auteurs récemment, dans une étude dans laquelle Marianne a considéré un modèle tomographique, donc d'anomalie de vitesse à l'intérieur du manteau, converti en variation de masse avec un facteur de conversion entre les variations de vitesse et les variations de densité qui étaient estimées au cours de l'étude, et en utilisant un profil de viscosité qui était lui aussi estimé avec une discrétisation radiale très, très simple. On peut confronter l'observé ici pour différentes composantes avec le modélisé et mettre en évidence par exemple que certains modèles vont donner une vision un peu floue d'une source de masse qui est plus résolue en fait, qui est plus résolue spatialement à l'intérieur du manteau, que l'on verra mieux dans un modèle plus résolu, dans un autre modèle. Mais bon, là je ne vais pas avoir le temps d'en parler en détail, donc je vais m'arrêter là pour dire simplement qu'on a vraiment un essor important des systèmes de mesure, des techniques d'analyse qui nous dévoilent un contenu extrêmement riche dans le champ, qui devient un champ pleinement temporel et vectoriel, qui contient des signaux dont on s'aperçoit que, en fait, ils sont extrêmement nombreux, qui sont parfois assez surprenants, que ça vaut vraiment le coup de creuser pour essayer de proposer des modèles, parce que tout n'est pas exploité, et que c'est loin de s'arrêter là, parce que on a des perspectives d'amélioration au niveau des observations, avec, on l'espère dans l'avenir, de futures missions gravimétriques qui vont considérablement gagner en performance par rapport à ce qu'on a discuté là, et du coup nous permettre de balayer un panel d'échelle spatiale et temporelle beaucoup plus vaste, et de mettre en évidence des variations liées à la Terre solide, en particulier des variations de masse qui vont certainement plus loin que ce à quoi on s'attend. Je vous remercie.